Initialement, je devais sortir une vidéo sur Alien la Résurrection. Tout était écrit, enregistré et prêt à sortir. Malheureusement, l'algorithme de YouTube étant ce qu'il est, à savoir aléatoire et bizarrement foutu, je ne vous apprends rien, en raison de passage de la vidéo revendiquée par la Fox, la vidéo a été bloquée dans le monde entier. Chaque tentative de publication, même en tronquant le plus minutieusement possible pour mettre fin au blocage et en même temps faire en sorte que l'ensemble reste regardable et fluide, s'est soldée par un échec. Rien à faire, la vidéo est restée bloquée, à un point tel que j'ai fini à contre-cœur par jeter l'éponge. Ça me déçoit de le dire, mais je ne parlerai pas d'Alien la Résurrection sur cette chaîne. La vidéo restera éternellement au placard, sans pour autant disparaître. Je n'ai plus qu'à aller de l'avant. Ça va faire mal. Après le succès mondial triomphant au box-office d'Alien la Résurrection de Jean-Pierre Jeunet, un 5e film Alien a été envisagé par nul autre que James Cameron. Ce dernier a commencé à travailler sérieusement dessus avec ni plus ni moins que Ridley Scott. Les deux réalisateurs ont passé pas mal de temps ensemble à trouver une histoire qui devait convenir pour prolonger la saga Alien. Scott avait notamment en tête l'idée d'explorer les origines des xénomorphes et des humains. Seulement voilà, le projet ne verra jamais le jour. Cameron et Scott abandonnent lorsqu'ils apprennent la mise en chantier par la Fox du film Alien vs Predator, ce qu'ils ne voient pas d'un bon œil. Tout ça, c'était un piège. Ne nous pourchasse pas. Après l'immonde Alien vs Predator Requiem, on ne reverra pas de film Alien pendant 5 ans, jusqu'à ce qu'en 2012 retentisse dans les salles de cinéma une sirène d'alarme bien connue des spectateurs. Et oui les potos, Ridley Scott en personne ramène la saga Alien sur le devant de la scène, avec Prometheus. Le film était attendu comme le retour du Messie. Le résultat, vous le connaissez. L'accueil est extrêmement polarisé, vu tour à tour comme un chef-d'œuvre et comme une purge. Je l'ai vu, plusieurs fois. La première fois, je l'ai trouvé tellement azimuté qu'il en devenait ridicule, si bien que j'ai eu des difficultés à le résumer. Je lui ai redonné sa chance, puis 2, puis 3. Au bout d'un moment, je me suis fait une raison. Je retiens tout de même du positif, mais à mon avis, je doute que vous soyez là pour ça. Vous avez lu le titre, je pense que vous voulez que j'atomise le film sans y aller par le dos de la cuillère. À une époque indéterminée, un colosse humanoïde blême ingurgite une substance noire, substance qui dégrade son ADN et le réduit en cendres. Bon. En 2089, à une époque où je serais soit couvert de rides avec les cheveux blancs, soit mort, un groupe d'archéologues mené par les professeurs Elizabeth Shaw et Charlie Holloway découvre une peinture rupestre dans une grotte sur une île écossaise. 4 ans plus tard, en 2093, Shaw et Holloway se réveillent de 2 ans de stase à bord du Prometheus, un vaisseau d'exploration interstellaire avec la bienveillante assistance de l'androïde David. Le vaisseau a atteint sa destination, LV-223, une planète inhabitable mais qui abriterait les êtres mystiques à l'origine de l'humanité que Shaw appelle les ingénieurs. Par où puis-je commencer ? S'il est bien une chose que je ne peux pas reprocher à Prometheus, c'est sa direction artistique. Ridley Scott s'est entouré d'excellents techniciens, notamment Arthur Max, chef décorateur de Seven de David Fincher et collaborateur régulier de Ridley Scott et Sonia Klaus pour les décors. Le dôme des ingénieurs, ou la pyramide comme il l'appelle alors que ça n'en a pas la forme, est largement inspiré du design du palais des Harkonnen par Hans Rüdiger pour le projet avorté Dune d'Alejandro Jodorowsky. La grande tête d'ingénieur sculpté apporte son lot de mysticisme. Je tiens à saluer aussi le travail du directeur de photographie polonais Dariusz Wolski, le directeur photo de The Crow d'Alex Proyas, USS Alabama de Tony Scott, le regretté petit frère de Ridley Scott, la trilogie Pirates des Caraïbes de Gore Verbinski et Sweeney Todd et Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton. Depuis Prometheus, il est devenu un collaborateur régulier de Ridley Scott jusqu'à Napoléon. L'étalonnage terne mais élégant met bien en valeur la photographie. Il y a une atmosphère tangible. Dans les couloirs de la pyramide, sans aller dans l'horrifique cliché, je ressens l'étrange, l'aura de mystère qui pèse. Même certaines images de synthèse sont bien foutues. Les costumes, signés John T. Yates, ont de la gueule.
On regrettera tout de même que la technologie et les combinaisons fassent beaucoup plus futuristes que dans les 4 premiers Aliens, alors que Prometheus se passe quelques décennies avant le 8e passager. Mais pas grave, on accepte. Bon bah voilà, hein, c'est tout ce que j'avais de positif à dire. Maintenant je vais frapper là où le bas blesse. Le responsable de ce fiasco a un nom, Damon Lindelof. Le scénario original, écrit par John Spaihts, s'intitulait Alien Engineers. Vous pouvez le trouver en 2 clics sur internet et le télécharger gratos en PDF. C'est cadeau. Ce scénario nous introduisait déjà les ingénieurs, les gigantesques créatures extraterrestres censées être à l'origine de l'humanité et des xénomorphes. Malgré quelques problèmes de cohérence, il se tient très bien, il fait intelligemment le lien entre les ingénieurs et les humains, autant sur le plan génétique que sur la mythologie et l'évolution, et offre une genèse intéressante au mythe d'Alien. Cela dit, Ridley Scott n'est pas tellement convaincu du traitement. C'est alors qu'entre en scène Damon Lindelof. En tant que scénariste au cinéma, avant Prometheus, son travail le plus connu était le mal-aimé Cowboys et Envahisseurs de Jon Favreau. Déjà là, ça part pas gagnant. Nom de Dieu. Lindelof, consulté par Ridley Scott, reproche au scénario de John Spaihts de vouloir complètement recoller les morceaux avec le 8e passager. En même temps, le scénario s'intitule Alien Engineers. Comment tu veux être équivoque ? Mais soit. Je cite l'article du Nouvel Obs de juin 2012 consacré au film. Selon lui, il n'y a aucun intérêt à terminer le film sur la salle remplie d'œufs qui attend l'équipage du Nostromo puisque tout le monde connaît la suite. Convaincu, Ridley Scott l'engage pour remodeler le film. En principe, c'est pas faux. Et encore, on a bien eu Rogue One qui a relié les ponts avec la Guerre des Étoiles, avec le plan final montrant la princesse Leia dans le vaisseau rebelle pourchassé par Dark Vador. Mais bon, c'est ainsi que Damon Lindelof réécrit le scénario, passant donc d'Alien Engineers à Prometheus. Après tout, c'est un choix artistique qui se tient. En plus, le nom Prometheus est symbolique et riche de sens. Pour les deux du fond qui ne connaissent pas ou pas très bien la mythologie gréco-romaine, Prométhée est un titan. C'est lui qui a dérobé le feu sacré de l'Olympe pour le donner aux hommes, un acte audacieux et démesuré qui lui vaudra d'être condamné par Jupiter à se faire dévorer éternellement le foie par un aigle attaché à un rocher sur le mont Caucase. Aujourd'hui, on admet le mythe de Prométhée comme le symbole de l'apport de la connaissance aux hommes, et par extension celle de l'hubris, la tentation de l'homme de se mesurer aux dieux. C'est un peu la grenouille qui voulut se faire aussi grosse que le bœuf. En tout cas, Damon Lindelof a une idée ambitieuse, très ambitieuse, ce que je salue. Le problème, c'est que lui et Ridley Scott, en altérant le scénario de John Spaihts et la mythologie d'Alien, se sont emmêlés les pinceaux. De plus, alors que Ridley Scott a déclaré qu'il n'y aurait pas d'Alien dans le film, il dira plus tard qu'il y aurait encore un peu, je cite, l'ADN d'Alien. Faudrait savoir. Le scénario, tel que remanié par Damon Lindelof et Ridley Scott, est boiteux. Pour commencer, le prologue. Dans le film, l'ingénieur est seul et ingurgite sa chiasse noire qui le désintègre. Là, comme ça, à chaud, ça n'a aucun sens. L'explication est que la matière noire altère l'ADN de l'ingénieur et crée la vie pendant qu'apparaît le titre du film. Bon, très bien. Admettons. Bon, mais admettons. J'aurais dit pourquoi pas, si au moins l'ingénieur n'était pas seul, parce que tel quel, ça n'a pas de sens. Dans le scénario de John Spaihts, il y a 3 ingénieurs, 2 encapuchonnés et le 3e qui se sacrifie avec non pas la substance noire, mais une matière organique qui libère des insectes qui le tuent et absorbent son ADN. Bon, c'est Space, mais après tout, pourquoi pas. Plus tard, les 2 autres ingénieurs libèrent un des insectes sur une femme préhistorique et l'insecte altère son ADN en la mordant et en lui injectant celui de l'ingénieur mort. C'est censé être cérémoniel, c'est un sacrifice rituel. Là, ça fait sens. Dans Prometheus, on dirait davantage un drôle de suicide. Ça commence bien. Ensuite, remettons les choses au clair. Ça, ce n'est pas une pyramide. Ils appellent ça pyramide dans le film, ce n'est pas une. D'accord, l'inspiration vient directement d'une création de Giger pour que ça fasse alien. Mais ce n'est pas une pyramide. La bâtisse est en demi-sphère. C'est un dôme. Dans Alien Engineers, John Spaihts parlait déjà de pyramides, mais tout porte à croire qu'il avait vraiment en tête des pyramides. Et on va y venir. À l'intérieur de la pyramide, il y a une zone à partir de laquelle l'air est respirable. Déjà, grosse connerie. Non, on n'enlève pas son casque,
même si l'air est respirable. La moindre des choses est d'éviter de s'exposer à d'éventuels agents pathogènes. Une bourde exclusive au film. En plus, lorsqu'ils sont dans la soute, Shaw se rend compte que l'équipe pollue l'air. Il y a une explication sur l'air respirable dans le scénario d'origine. Les pyramides abritent les dispositifs de terraformation des ingénieurs et ont inspiré les humains pour les pyramides égyptiennes, aztèques et mayas. Quant aux ingénieurs en eux-mêmes, j'ai un peu de mal avec le fait que ce soit de gigantesques humanoïdes. J'aurais plutôt voulu de gigantesques monstres à dents et à tentacules à la Lovecraft, dans le style des grands anciens, comme Yog-Sothoth et Shub-Niggurath, mais après tout, c'est un choix qui fait sens. Leur représentation dans le film correspond à la façon dont John Spaihts les décrivait. Je cite et traduis « As if Rodin the thinker had risen from his seat ». Donc, comme si le penseur de Rodin s'était levé de son siège. Ça coule de source que leur design soit inspiré des sculptures classiques, comme le penseur de Rodin, bien sûr, le David de Michel-Ange, Adonis de François Duquesnoy, etc. Dans le film, le lien avec les humains est fait via la science. Lorsque Shaw ramène la tête d'ingénieur avec sa collègue qui s'appelle... je sais plus, alors je vais faire comme Joran Kraft et l'appeler Mireille Mathieu, et l'examine, elle découvre que son ADN concorde parfaitement avec de l'ADN humain. En premier lieu, scientifiquement parlant, c'est impossible. L'évolution implique de toute façon une modification génétique. C'est impossible, et on voit que l'ADN de l'ingénieur au début est altéré par l'huile noire pour créer l'humanité. Jolie incohérence de ce côté-là. Dans le scénario original, Holloway fait le parallèle en citant un passage de la Genèse. Je cite, chapitre 1, verset 27, « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu ». C'est moins concret, mais ça me paraît beaucoup plus plausible. En second lieu, lorsque Shaw et Mireille essayent de réanimer temporairement la tête de l'ingénieur avec un appareil qui stimule les nerfs, elles perdent le contrôle de la tête qui explose. C'est un peu capillotracté. Dans le scénario original, la tête de l'ingénieur se décompose viscéralement à cause du formaldéhyde, la forme gazeuse du formol, qui était censé la maintenir intacte mais ne fait qu'accélérer sa dégradation tissulaire. C'est là que la phrase de David, mortel après tout, a plus de sens. Toujours dans le scénario original, parce que c'est abordé très superficiellement dans le film, les ingénieurs sont explicitement associés aux divinités et titans des cultures du monde entier, avec pour exemple le dieu égyptien Horus et tout simplement Prométhée. Holloway fait même un parallèle avec le Christ. Bon, c'est pas très catholique, c'est le cas de le dire, mais le parallèle n'est pas inintéressant. En outre, John Spaihts offre sa propre version de l'évolution et de la création. Il n'y a pas eu d'évolution progressive de l'humanité, prends ça dans les dents, Charles Darwin, mais en réalité, les ingénieurs venaient sur Terre tous les 10 000 ou 12 000 ans pour faire évoluer l'humanité d'un seul coup par l'intermédiaire de leurs insectes. On reviendra sur les ingénieurs plus tard. Ensuite, Peter Weyland. Faut bien qu'on en parle, hein. Guy Pearce. Guy Pearce horriblement vieilli. Alors je dis pas, il est très bon acteur, suffit de le voir dans l'excellent polar LA Confidential de Curtis Hanson, mais il n'y avait pas d'acteur âgé à l'époque plus qualifié pour ce rôle. Il devait bien y en avoir. Comme, je sais pas moi, Anthony Hopkins, Christopher Plummer, Peter O'Toole, Omar Sharif, James Caan, Robert Duvall, Malcolm McDowell, Derek Jacobi, Michael Caine, Robert Wagner, David McCallum, F. Murray Abraham, Christopher Walken, Max von Sydow, Harvey Keitel, John Voight, Martin Sheen, James Cromwell, Rutger Hauer, ou même Lance Henriksen, histoire d'avoir un petit lien avec Alien et faire mieux que dans Alien vs Predator. Mais non, hein, faut bien faire trimer les équipes de maquillage et avoir quelque chose de moche. J'admets que ma liste est longue et exhaustive, mais c'est histoire de montrer que le choix de Guy Pearce est aberrant. Faut croire que je fais un meilleur job que les directrices de casting. John Spaihts décrit Peter Weyland dans son scénario comme un vieillard à la Warren Buffett, donc un milliardaire âgé mais fringant. Voilà, est-ce que cette dégueulasserie fait penser à Warren Buffett? Au passage, la révélation comme quoi il est encore en vie tombe comme un cheveu sur la soupe. Alors oui, il a pour ambition de rencontrer les ingénieurs parce qu'il a la foi et blablabli blablabla. Pourquoi l'avoir fait passer pour mort? C'est totalement insensé. On va en reparler d'ailleurs du rapport à la religion. Et la révélation, encore, comme quoi il est le père de Meredith Vickers, ne sert strictement à rien, si bien qu'on s'en balèque, mais royalement. On va parler de religion, et pour ce faire, on va s'attarder sur la tête pensante du film. Je vais mettre les choses au clair, Ridley Scott est un brillant réalisateur qui a écrit des pages de l'histoire, capable d'accoucher de merveilles comme Les Duellistes,
Alien le 8e passager, Blade Runner, Black Rain, Thelma et Louise, Gladiator, et même La Chute du Faucon Noir que j'ai bien aimé. Malheureusement, depuis déjà plus de 15 ans, sa filmographie est en décrépitude. Robin des Bois est une belle catastrophe qui se torche avec la légende anglo-saxonne. Michael Curtiz et Errol Flynn se retournent dans leur tombe. Prometheus, bah voilà quoi. Exodus Gods and Kings est sans conteste ce qu'il a fait de pire, une insulte à la Bible. Un film qui représente Dieu comme un enfant capricieux, ça se passe de commentaires. Alien Covenant, on y viendra. Tout l'argent du monde, je l'ai bien aimé. Le dernier duel, je l'ai pas accroché. Je comprends le parti pris de narration qui n'est pas sans rappeler Rashomon d'Akira Kurosawa et la nouvelle originale, mais ça n'a pas pris avec moi. Napoléon, je ne vais pas m'étendre, c'est innommable. Quant à Gladiator 2, après avoir vu les bandes annonces, comment dire... Une chose est certaine, Ridley Scott a un style visuel très marqué hérité de sa carrière dans la publicité. Regardez la pub qu'il a tournée pour les premiers Macintosh d'Apple en 1984. Pub qui reprend 1984 de George Orwell. Visuellement, il est capable du meilleur. Le Los Angeles cyberpunk de Blade Runner, le Tokyo de Black Rain, le monde féerique de Legend, la campagne française des duellistes, LV426, Rome dans l'Antiquité, Rome dans les années 70, même Jérusalem, Harlem, l'Égypte et la Somalie. On s'y croirait. Dans Prometheus, on s'y croirait. Mais si la forme est toujours impeccable, en revanche, le fond est au point mort. Il y a un truc qui m'énerve avec Ridley Scott, et là, j'aborde un sujet délicat, son aversion pour la religion. À titre personnel, je suis croyant, plutôt pratiquant, j'accorde une certaine importance aux enseignements des religions abrahamiques et des autres religions telles que le bouddhisme. Ça ne m'empêche pas pour autant de respecter et de comprendre l'athéisme. De même que je suis contre les théocraties et que j'accorde une grande importance à la laïcité. Mais quid de Ridley Scott? Ce n'est pas difficile, il est tout ce qu'il y a de plus athée, et c'est tout à son honneur. Cela dit, est-ce qu'il a besoin de rappeler avec la subtilité d'un bulldozer qu'il déteste la religion? Kingdom of Heaven et sa représentation péjorative caricaturale des chrétiens, Exodus qui est tellement chargé que je ne ferai pas de commentaires, ou Alien Covenant avec Billy Crudup en fervent chrétien presque fanatique. Je veux dire, c'est bon Ridley, on a compris. Et dans Prometheus alors? Dans le scénario original, Holloway et David font des analogies à la Genèse, pour le lien entre les humains et les ingénieurs d'un côté, et pour expliquer pourquoi les ingénieurs veulent détruire l'humanité de l'autre. Je vous en ai déjà lu un, je vous en lis un autre, chapitre 6, verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Et enfin, chapitre 6, verset 7, « Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Dans le film, Ridley Scott troque le premier passage de la Genèse cité pour une correspondance ADN parfaite, alors que c'est impossible. Et je rappelle que c'est un film de SF. Le deuxième passage, il s'en fout. Et enfin, sur le motif de la volonté de la destruction de l'humanité par les ingénieurs, pareil, le passage de la Genèse passe à la trappe, échangé contre une réflexion philosophique de David. Parfois, pour créer, il faut d'abord détruire. La destruction comme désir créatif, c'est une réflexion fascinante. Et ce n'est pas sans rappeler l'Apocalypse et certaines divinités. Je prends pour exemple le dieu hindou Shiva, membre de la Trimurti avec Brahma et Vishnu, et surtout le dieu de la destruction et de la création. Concernant l'Apocalypse, on l'attribue au chaos, la fin du monde, la destruction. Sur le plan étymologique et dans le Nouveau Testament, l'Apocalypse signifie la révélation. Le livre de l'Apocalypse est la révélation du Christ. Le Christ annonce la fin du monde, l'eschaton, qui annonce elle-même la naissance imminente d'un monde nouveau. Mais tout ce que je viens de dire là, je pense que Ridley Scott s'en bat royalement les cacahuètes. Il préfère des raisonnements plus scientifiques et philosophiques, reléguant la religion à deux personnages uniquement. D'un côté, le père d'Elizabeth Shaw, interprété par Patrick Wilson et doublé par Alexis Victor. C'est presque un simple caméo qu'il fait dans un des souvenirs de Shaw que David visionne pendant qu'elle est en stase. Eh ben, la technologie de Wayland Corp, soit c'est très très avancé, soit c'est ta gueule, c'est de la SF. Shaw, enfant, est avec son père en Afrique, et ils aperçoivent une procession funèbre. Shaw demande pourquoi il ne va pas les aider, le paternel répond
Ils n'ont pas besoin de moi, leur Dieu est différent du nôtre. Je vous laisse juger par vous-même. De l'autre, Peter Weyland. Tout ce qui l'intéresse, c'est de rencontrer les ingénieurs, afin qu'il ait une réponse aux questions existentielles de l'humanité. Il demande à Shaw « Auriez-vous perdu la foi, professeur ?» Sacré fanatique. Le seul aspect d'ordre religieux ou mythologique qui se tient est le traitement de David. Il essaye de se mesurer à ses homologues humains, dans le sens où il est une création, et aux ingénieurs, ce qui lui vaudra de se faire arracher la tête. David est un genre de Prométhée du turfu. Malgré un excellent point de départ, Ridley Scott et Damon Lindelof ont fait un fiasco. Un film prétentieux à la narration hasardeuse, pleine de coquilles, à peine compensé par son visuel et par Michael Fassbender. L'inexorable déchéance d'un auteur visionnaire. J'espère tout de même que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je pense tout de même que je n'ai pas tout dit sur les bourdes du scénario. La suite va être douloureuse. Oh oui. D'ici là, prenez garde dans le noir.